Merci beaucoup au comité de la Ligue de l'invitation, à Alain. Et je vais effectivement revenir à un topo un peu plus terre-à-terre sur les conséquences cliniques de ces avancées technologiques. Je vais partir également de toute cette frise d'évolution avec la radiothérapie 2D au départ, puis la radiothérapie 3D basée sur le scanner, où, comme le disait Régis, on voit beaucoup mieux la cible qu'on veut viser et les organes à risque. Puis la modulation d'intensité, la radiothérapie guidée par l'image, la modulation d'intensité, c'est MRT, où on arrive là à vraiment sculpter les isodoses autour du volume cible. Et enfin, la stéréotaxie, où là, on va viser de manière très très précise une lésion et délivrer de très fortes doses par fraction avec des moyens de contention et tout ce qui va avec. Alors, pour aller un peu plus loin, faire deux remarques. La radiothérapie 2D, c'est pas si vieux que ça. J'ai quelques cheveux blancs, mais j'étais chef de clinique. C'était la radiothérapie de routine à l'époque. On n'avait rien d'autre. Et puis sur la stéréotaxie, on l'a vu apparaître au début des années 2000 et on s'était dit, oh, c'est compliqué, ça va être réservé à quelques centres experts. Et 15 ans plus tard, c'est devenu une technique de routine dans quasiment tous les centres de radiothérapie. Alors c'est vrai qu'entre le CERN et les unités de physique, il y a une difficulté pour faire passer ces technologies, mais une fois que ces technologies ont mis le pied en médecine, elles vont très très vite, si elles sont efficaces, pour être délivrées. Et les évolutions technologiques ne s'arrêtent pas là. Je vous ai mis ici la radiothérapie adaptative qui commence à apparaître, ou bien le ZAPIC, cette machine qui n'a plus besoin de bunker pour traiter les tumeurs cérébrales. Donc plein de choses qui en permanence apparaissent. Mais la question qu'il faut se poser, c'est à côté de toutes ces technologies, de toutes ces approches, de tous ces miracles qui apparaissent sur le plan physique, clinique, informatique et autres, quelles ont été les conséquences réelles pour le patient, à la fois sur l'efficacité cardiologique, le contrôle local, la survie, est-ce qu'on a guéri plus de malades avec ces machines, et puis aussi et surtout sur la toxicité. Est-ce que la radiothérapie, qui était classiquement une technique source de séquelles, source de complications, a fait des progrès et est devenue totalement acceptable pour la pratique courante? Et puis aussi, est-ce qu'elles ont permis d'améliorer le confort des patients au moment des traitements, et en particulier, on va peut-être en reparler du nombre de séances. Alors l'amélioration des résultats carcinologiques, est-ce que quand vous faites un traitement B, vous avez moins de récidives que quand vous faites un traitement A? Ça nécessite par définition des essais cliniques si possible randomisés, c'est-à-dire qu'on tire au sort les patients entre les deux traitements. Et pour ça, il faut d'abord avoir la nouvelle technologie, se l'approprier, monter l'essai, inclure les patients dans l'essai, ça prend plusieurs années, et puis après, suivre les patients, et là encore, ça prend plusieurs années avant d'avoir les résultats. Donc les résultats que je vais vous montrer, ce n'est pas sur les dernières technologies. Les résultats de l'IRM, l'INAC, les résultats de la radiothérapie adaptative, on les aura dans 5 ans, dans 10 ans. Là, je vais vous montrer les résultats surtout de la modulation d'intensité, les résultats de la stéréotaxie. Alors, plutôt que faire un énorme catalogue, quelques exemples pour vous dire là où on a réellement avancé. D'abord sur le cancer de prostate, le cancer de l'homme le plus fréquent, 50-55 000 nouveaux cas par an en France. Est-ce que ces nouvelles technologies ont permis, en particulier l'IMRT, de monter la dose? Et on est passé de doses conventionnelles dans les années 80-90 de 60, 64, 65 Gray à des doses maintenant plutôt de l'ordre de 80-86 Gray. Et est-ce que cette augmentation de dose, qui ne s'est pas fait au détriment de la toxicité, on est peut-être même moins toxique qu'avec les radiothérapies classiques, est-ce qu'on a gagné? Et quand on regarde des essais, encore une fois, des essais randomisés, et quand globalement on monte de 10 Gray la dose délivrée à la prostate, on améliore le contrôle local, c'est les deux colonnes de gauche, de 10 à 15%. C'est 10 à 15% de malades qui sont mieux contrôlés grâce à cette augmentation de dose par rapport à ce qu'on voyait auparavant. Et quand on regarde sur les métastases et également sur la survie globale de ces patients, même chez les patients au risque, le fait de monter la dose totale fait qu'on arrive à contrôler, en association pas avec une hormonothérapie, la plupart de ces patients. Vous voyez que les courbes sont très hautes, même dans les patients à haut risque, on est au-dessus de 80-90%, on fait jeu égal maintenant avec la chirurgie. Ça, c'est un premier exemple.
Cette augmentation de dose rendue possible par les nouvelles technologies permet de mieux contrôler les malades et permet d'augmenter les possibilités de guérison. Alors, une autre chose qui est apparue dans les années plus récentes, là, c'est ce qu'on appelle les stades oligométastatiques. C'est des patients qui se présentent avec une tumeur qui n'est pas uniquement localisée, mais qui présente 1, 2 ou 3 métastases, ou bien qui rechutent sous forme d'une, 2 ou 3 métastases. Faible nombre de métastases et peut-être un comportement biologique particulièrement peu agressif, avec une tumeur d'évolution lente, avec peu de capacité de donner métastases. Ça, c'est une voie de recherche actuelle. Et on a des techniques maintenant avec la stéréotaxie, où on peut, comme vous voyez ici, traiter la métastase vertébrale à très 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 haute dose, ensemble du corps vertébral, tout en préservant la moelle épinière qui reçoit quasiment aucune dose grâce à ces techniques. Il faut des techniques de contention, il faut des techniques extrêmement sophistiquées pour réaliser ce type de traitement, mais c'est quelque chose qui se fait en routine. Et quand on regarde les résultats, on voit que quand on traite ces métastases par de la radiothérapie stéréotaxique, quelles que soient les modalités qu'on utilise, soit par le CIBER, soit par des systèmes couplés aux accélérateurs actuels, on arrive à contrôler ces métastases, qu'elles soient des métastases osseuses, pulmonaires, voire hépatiques. Dans 80 à 90% des cas, la métastase, elle, on peut la détruire. Et ceci, on parlait de toxicité zéro. Vous voyez que dans cette méta-analyse qui reprend toutes les données de stéréotaxie, le taux de toxicité très grave, il est de 1,7%. Il n'est pas zéro, mais il est très, très, très faible. Donc on arrive à contrôler de manière très efficace ces métastases grâce à ces nouvelles techniques avec un taux de toxicité très, très faible. Alors est-ce que ça est utile pour le patient? Et là, c'est plus une question de biologie de la tumeur, de capacité de cette tumeur à métastaser, mais on a quand même des résultats relativement prometteurs, comme cette étude de phase 2 randomisée, où on traite les malades par le traitement médical actuel, chimio, hormonaux, ce que vous avez, ou bien on y couple une irradiation stéréotaxique de ces métastases, et vous voyez que les courbes de survie, avec ou sans irradiation, sont très en faveur de l'irradiation stéréotaxique. C'est un petit essai, il y en a d'autres qui vont dans le même sens. Le niveau de preuve n'est pas encore très élevé, mais ceci est extrêmement prometteur pour arriver à traiter ces patients oligométastatiques. Et puis une technique dont on a vaguement parlé tout à l'heure, qui est la curithérapie. Et là aussi, on a fait des gros progrès. C'est une technique qui est très ancienne, ou qui consiste donc à mettre des sources radioactives au sein de la tumeur ou dans la tumeur. Et une des applications les plus classiques, c'est le cancer du col de l'utérus. La mise en place de cette technique de curithérapie, et qui est dans le col, avec une source endoutérine, est extrêmement important dans la réussite du traitement. Vous voyez que si vous avez ou pas de curithérapie, les courbes de survie sont totalement différentes. Donc cette technique est très très importante, et elle a bénéficié également des techniques d'imagerie où on arrive de plus en plus à moduler la dose. Voici une patiente traitée à l'hôpital Saint-Louis. On voit la mise en place de dispositifs et les isodoses qui vont épouser de manière très très précise la volume tumorale, tout en préservant les organes à risque, ici le rectum, la vessie et le sigmoïde. Et avec ces techniques de curithérapie guidées par l'image, des dosimétries extrêmement précises, on arrive à avoir des résultats extrêmement intéressants. Dans les petites tumeurs, l'équipe de Richard Potter à Vienne arrive à 95% de contrôle tumoral. Et là encore, on peut peut-être, très probablement, ne pas avoir à opérer ces patients. En couplant radiothérapie externe et curithérapie, on fait ici aussi bien, voire mieux, que si on propose une hystérectomie totale à ces patientes. Donc des résultats sur le plan efficacité carcinologique qui sont indéniables et qui nécessitent maintenant que tous les services de radiothérapie en France soient équipés de ces techniques pour offrir la meilleure chance de guérison aux patients. Le volet efficacité, le volet toxicité, vous savez qu'il faut différencier la toxicité aiguë qui survient pendant l'irradiation, par exemple dans les cancers orels avec ces mucites, ou des toxicités cutanées, mais ces toxicités sont souvent transitoires et réversibles. Par contre, ce qui est très embêtant, c'est les toxicités chroniques qui peuvent toucher tout un tas d'organes. Je vous en ai mis qu'une liste ici. Et ces toxicités sont parfois définitives, ce qu'on appelle des séquelles. Ici, vous avez une pnéumopathie radique
typique sur un scanner. Alors, c'est là vraiment que les nouvelles techniques ont fait des progrès majeurs. Alors, ce n'est toujours pas la toxicité zéro dont on parlait tout à l'heure, mais c'est quand même des diminutions très nettes. Là, c'est des cancers ORL, des tumeurs importantes qui sont parfois inopérables et qui ont des doses de radiothérapie très élevées pour être stérilisées. Et bien, grâce à la modulation d'intensité, grâce à l'IMRT, le taux de xérostomie, la xérostomie, c'est la bouche sèche, où le patient n'a plus de salive, il est gêné pour parler, il est gêné dans sa vie courante, il doit toujours avoir une petite bouteille d'eau sur lui. Et bien, le taux de xérostomie à 1 an a été diminué de moitié grâce à l'IMRT de ces cancers ORL. Vous voyez, tous les chiffres sont significatifs. On passe, par exemple, dans la première étude, de 82% des patients qui ont une xérostomie pénible à 31% grâce à l'IMRT. Alors, ce n'est pas une toxicité zéro, mais c'est quand même une franche diminution de cette toxicité. On le comprend assez facilement quand on regarde les courbes. Ici, on a une tumeur ORL de la base de langue, assez volumineuse tumeur ORL, pardon, excusez-moi, je me suis trompé de diapo, voilà. Une assez volumineuse tumeur ORL qui est ici, qui doit nécessiter de recevoir une dose très très importante. Et si vous montez un peu dans les coupes, vous voyez que même si on maintient une dose très 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 élevée au niveau de la tumeur, eh bien, les parotides qui sont sur le côté, c'est les deux boules jaunes que vous avez là, on peut arriver à les sortir des doses autres et à préserver les parotides. Ça, c'est un exemple parmi d'autres. C'est l'exemple en ORL parce qu'il est typique qu'on a des chiffres forts, mais ça existe aussi dans le poumon, ça existe dans le sein, ça existe dans le col. Grâce à ces performances à la fois sur l'imagerie, où on voit beaucoup mieux les organes à risque, on voit beaucoup mieux les tumeurs, on arrive à garder une efficacité tout en préservant les tissus sains. Et dans le cancer de prostate encore, quand on regarde les efficacités entre la radiothérapie classique et l'IMRT, on a une nette diminution ici, pardon, chaque fois je me trompe, on a une nette diminution ici des toxicités rectales, de la rectite radique, grâce à l'IMRT. Par contre, pas tellement sur la toxicité urinaire, parce que là, l'organe à risque, c'est l'urètre, qui est en plein milieu de la prostate, et quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, l'urètre, il sera dans le volume cible. Toxicité, mais aussi amélioration du confort et amélioration de la faisabilité de la radiothérapie. Le fractionnement, Alain en a parlé, c'est diviser la dose totale en petites fractions, et l'idée, c'était quoi? C'était de protéger les tissus sains. Et ça, Claudius Regaud, l'école française l'avait bien mis en évidence dans les années 30, 40, 50, et c'est historiquement qu'on est arrivé à ce fractionnement conventionnel de l'ordre de degrés par fraction. Et ça permettait de donner une dose tumoricide suffisante tout en épargnant, pour des raisons radiobiologiques, on ne rentre pas dans le détail, les tissus sains. Mais en conséquence, si vous vouliez donner avec 80 grès, ben vous devez faire 40 séances, 40 allers-retours pour le patient. Et donc, dans les dernières années, parce qu'on est beaucoup plus précis sur le plan balistique, parce qu'on sait exactement la dose qu'on délivre aux organes à risque, parce qu'on est beaucoup plus précis sur les doses qu'on délivre et où on va les délivrer, on s'est dit, mais peut-être que cette donnée ancienne, où ils irradiaient très large avec le cobalt et autres, était à revoir et à reprendre en cause. Et donc, on a développé des techniques d'hypofractionnement, par définition des doses supérieures à 3 grès. Donc, les avantages, c'est moins de séances, c'est moins de déplacements pour le patient, une meilleure convénience, c'est moins coûteux, parce que les transports, c'est très très coûteux pour la sécurité sociale. Mais par contre, est-ce que c'est aussi efficace et est-ce que ce n'est pas plus toxique? Donc il fallait rediscuter ces avantages, ces choses-là. Et le cancer du sein, comme l'a dit Alain, est un exemple typique. Le fractionnement classique, ça a duré 5 à 7 semaines et on a développé de plus en plus des schémas hypofractionnés de l'ordre de 3 semaines. Mais là encore, vous voyez, pour qu'on passe d'un fractionnement classique historique de 30-35 séances à 13-15 séances, il faut des essais randomisés et des essais randomisés d'équivalence ou de non-infériorité, comme on dit, pour démontrer que ce qu'on fait n'est pas plus mal que ce qu'on faisait avant. Et les données maintenant s'accumulent, mais il y a 7 essais randomisés, ce n'est pas si vieux que ça. Vous voyez, les dernières publications datent de 2020, 7 essais randomisés qui ont clairement démontré, c'est des grosses études, plus de 1000 patients inclus dans ces études. Ces essais randomisés ont clairement démontré, Alain a déjà montré la photo, que ça fait aussi bien, et ce n'est pas plus toxique, voire même moins toxique,
que le fractionnement conventionnel. Et ça, c'est quand même quelque chose de très important pour le patient. Il a moins de déplacements. Au lieu de venir 30-35 fois, il ne vient plus que 13 ou 15 fois pour réaliser son traitement. Et on va même plus loin avec l'essai fast-forward, avec seulement 5 séances dans le cancer du sein, 4000 patients randomisés. Alors c'est un essai, il n'a que 5 ans de recul. Encore une fois, c'est peut-être un peu tôt pour le cancer du sein, il faut peut-être un peu plus de temps, mais c'est quand même extrêmement prometteur quand on voit les résultats, puisque le bras en 5 séances de 26 Gray fait aussi bien que le bras classique, avec, vous voyez, un taux de récidive locale dans le sein à 5 ans qui est très 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 faible. Alors, ce n'est pas uniquement les techniques de radiothérapie, c'est l'ensemble de la prise en charge du cancer du sein, de plus en plus personnalisée, qui s'adapte au profil biologique, au profil clinique et à divers paramètres qui permettent de choisir la meilleure technique chirurgicale, le meilleur bilan et la meilleure technique de personnalisation de la radiothérapie. On l'a vu dans la photo de Régis, il y a 15 façons différentes de traiter un cancer du sein et il faut appliquer la bonne technique à la bonne patiente. Et enfin, les rayons, comme l'a dit Régis, c'est une chaîne de production, c'est une chaîne industrielle. Ça part de la RCP. La RCP, c'est quelque chose de fondamental. C'est là, on va dire, il faut faire de la radiothérapie ou pas de la radiothérapie. Et puis, ça part de la préparation du dossier, la simulation, le contourage, la physique, la validation, etc., etc. Et je passe les contrôles de qualité de la physique et tout ça. Et ça, c'est une chaîne. Et comme toute chaîne, c'est le maillon le plus faible qui décide de ce qui va marcher. Et donc, chaque maillon doit être impeccable pour que l'ensemble du traitement soit efficace. Donc, des problèmes de qualité et de sécurité. À la suite de l'accident d'Épinal en 2008, a été mis en place un programme qualité-sécurité qui s'appelle le programme de radioprotection patient. J'ai mis, pour être politiquement correct, en association avec l'ASN, pour ne pas dire sous la surveillance de l'ASN. Ce programme permet de vérifier que tous ces maillons sont clairement authentiques, enfin, clairement faits, correctement faits, avec une qualité et une sécurité nécessaires. On a introduit des qualiticiens dans les services avec des modalités qui sont proches de l'aéronautique. Vous savez, s'il n'y avait pas de qualité en aéronautique, il y a un avion qui tomberait tous les jours. Là, il n'y en a presque plus qui tombent. Et là, c'est pareil. Et on a mis ça en place avec la SFRO depuis 2008, des procédures qualité extrêmement poussées, des cellules de retour d'expérience, tout un tas de choses compliquées que les patients ne voient pas nécessairement, mais qui prennent du temps aux soignants, à l'ensemble de l'équipe. Et puis, on a déclaré des événements significatifs de radioprotection. Et c'est assez intéressant de voir que dans la réunion de l'ASN qui a eu lieu il y a une quinzaine de jours sur la radiothérapie, il y a une diminution très nette des événements significatifs de radioprotection depuis 2015-2016. L'ASN en est relativement satisfaite, et nous aussi. Je pense que tous les services de radiothérapie dans les 10 dernières années ont fait d'énormes progrès dans la qualité des traitements et la sécurité des traitements. Et c'est ce qui explique cette baisse régulière de déclaration d'événements. Peut-être que les gens déclarent moins, ça c'est toujours pareil, mais il y a quand même très probablement une meilleure qualité, une meilleure sécurité des patients. Ce n'est pas de la technologie, mais c'est quelque chose de très important sur le plan organisationnel qui a probablement des conséquences. Donc en conclusion, en 2023, la radiothérapie reste un outil essentiel dans la prise en charge des cancers. C'est presque 300 000 patients par an qui ont une irradiation. C'est plus de 2 tiers des patients cancéreux qui ont à un moment ou à un autre dans leur cursus de la radiothérapie. Vous avez vu la révolution technologique, on en a parlé depuis le début, ça inclut de réels bénéfices cliniques qui sont mesurés mathématiquement par des études randomisées, plus efficaces et moins toxiques, ce qui fait que la radiothérapie est devenue une technique irremplaçable et bien tolérée. Ça nécessite une sophistication de la technologie, à la fois du matériel, mais aussi du personnel très qualifié, qu'on a de plus en plus de mal à trouver. C'est un énorme problème actuellement sur le recrutement des personnels, comme le recrutement des infirmières, comme tout recrutement de tout le personnel hospitalier, mais c'est devenu très important en radiothérapie, avec les progrès de qualité et de sécurité. Et je conclurai un peu comme Régis, c'est-à-dire qu'effectivement, on voit toutes ces machines, toutes ces innovations, mais qu'il faut essayer de garder l'humain au cœur du métier. Si j'ai encore 2 minutes, je vous
juste une anecdote. Hier, on a fait le pot de départ d'une manipulatrice que j'ai connue quand j'étais interne. 35 ans dans le même service à l'hôpital Saint-Louis, et on reprenait, repris en mémoire un peu toutes ces évolutions qu'on a connues, hein, toutes les révolutions technologiques qu'on a vues, toutes ces innovations, toutes les difficultés de mise en place qu'on a mis. Mais à la fin, quand elle est partie, elle m'a dit, mais ce qui va me manquer le plus quand elle va retourner dans sa Savoie natale, ben, c'est le contact avec le patient. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, c'était très bien. Alors, on écoute les questions. Merci. Pour le cancer de la prostate, aujourd'hui, selon les circonstances, bien sûr, c'est la radiothérapie qui est la plus proposée, si j'ai bien compris. Merci. Alors, selon le degré, hein, j'entends. Oui, oui. Effectivement, il y a plusieurs stades et plusieurs présentations cliniques du cancer de la prostate. La chirurgie a encore toute sa place, hein. Il y a des bons candidats pour la chirurgie, il y a des bons candidats pour la radiothérapie. Mais dans un grand nombre de cas, les résultats sont équivalents entre chirurgie et radiothérapie. Et donc, il doit y avoir une double consultation du patient. Il doit voir le chirurgien et il doit voir le radiothérapeute qui chacun vont lui exposer les avantages et les techniques et les inconvénients de sa technique de traitement. Et c'est ce qu'on appelle une décision partagée. C'est-à-dire que le patient doit avoir toutes les informations dont il peut disposer, et il doit choisir, comme les techniques donnent des résultats globalement équivalents, entre la modalité qui lui semble préférable pour lui. C'est un des rares cas en cancérologie où on a des options thérapeutiques qui donnent des résultats de choix. Quand vous avez, je ne sais pas moi, un cancer du sein avec des ganglions, il est sûr qu'il va vous faire une chimiothérapie adjuvante. C'est démontré, on peut refuser, mais globalement, on sait qu'on perd des chances. Là, non, les chances sont équivalentes et le patient doit être informé des deux possibilités thérapeutiques et faire son choix en toute connaissance de cause.